4. Étude de l'art. Telle est donc la façon dont nous pouvons définir la science. Les choses qui peuvent être autres qu'elles ne sont comprennent à la fois les choses qu'on fabrique et les actions qu'on accomplit. Production et action sont distinctes sur leur nature, nous pouvons faire confiance au discours exotérique. Il s'ensuit que la disposition à agir accompagnée de règles est différente de la disposition à produire accompagnée de règles. De là vient encore qu'elles ne sont pas une partie l'une de l'autre, car ni l'action n'est une production, ni la production une action. Et puisque l'architecture est un art, et essentiellement une certaine disposition à produire accompagnée de règles, et qu'il n'existe aucun art qui ne soit une disposition à produire accompagnée de règles, ni aucune disposition de ce genre qui ne soit un art, il y aura identité entre art et disposition à produire accompagnée de règles exactes. L'art concerne toujours un devenir, et s'appliquer à un art, c'est considérer la façon d'amener à l'existence une de ces choses qui sont susceptibles d'être ou de n'être pas, mais dont le principe d'existence réside dans l'artiste et non dans la chose produite. L'art, en effet, ne concerne ni les choses qui existent ou deviennent nécessairement, ni non plus les êtres naturels qui ont en eux-mêmes leurs principes. Mais puisque production et action sont quelque chose de différent, il faut nécessairement que l'art relève de la production et non de l'action. Et en un sens, la fortune et l'art ont rapport aux mêmes objets. Ainsi qu'Agathon le dit, l'art affectionne la fortune et la fortune l'art. Ainsi donc l'art, comme nous l'avons dit, est une certaine disposition accompagnée de règles vraies capables de produire. Le défaut d'art, au contraire, est une disposition à produire accompagnée de règles fausses. Dans un cas comme dans l'autre, on se meut dans le domaine du contingent. 5. Étude de la prudence. Une façon dont nous pourrions appréhender la nature de la prudence, c'est de considérer quelles sont les personnes que nous appelons prudentes. De la vie générale, le propre d'un homme prudent, c'est d'être capable de délibérer correctement sur ce qui est bon et avantageux pour lui-même, non pas sur un point partiel, comme par exemple quelles sortes de choses sont favorables à la santé ou à la vigueur du corps, mais d'une façon générale, quelles sortes de choses, par exemple, conduisent à la vie heureuse. Une preuve, c'est que nous appelons aussi prudents ceux qui le sont à un domaine déterminé, quand ils calculent avec justesse en vue d'atteindre une fin particulière digne de prix, dans des espèces où il n'est pas question d'art. Il en résulte que, en un sens général aussi, sera un homme prudent celui qui est capable de délibération. De délibérer kalos, d'une façon générale. Mais on ne délibère jamais sur les choses qui ne peuvent pas être autrement qu'elles ne sont, ni sur celles qu'il nous est impossible d'accomplir. Par conséquent, s'il est vrai qu'une science s'accompagne de démonstrations, mais que les choses dont les principes peuvent être autres qu'ils ne sont n'admettent pas de démonstration, car toutes sont également susceptibles d'être autrement qu'elles ne sont. Et s'il n'est pas possible de délibérer sur les choses qui existent nécessairement, la prudence ne saurait être ni une science ni un art. Une science parce que l'objet de l'action peut être autrement qu'il n'est. Un art parce que le genre de l'action est autre que celui de la production. Reste donc que la prudence est une disposition accompagnée de règles vraies, capable d'agir dans la sphère de ce qui est bon ou mauvais pour un être humain. Tandis que la production, en effet, a une fin autre qu'elle-même, et n'en saurait être ainsi pour l'action, la bonne pratique étant elle-même sa propre fin. C'est pourquoi nous estimons que Périclès et les gens comme lui sont des hommes prudents, en ce qu'ils possèdent la faculté d'apercevoir ce qui est bon pour eux-mêmes et ce qui est bon pour l'homme en général. Et telles sont aussi, pensons-nous, les personnes qui s'entendent à l'administration d'une maison ou d'une cité. De là vient aussi le nom par lequel nous désignons la tempérance. Sophrosine. Sophrosune, pour signifier qu'elle conserve la prudence. Et ce qu'elle conserve, c'est le jugement dont nous indiquons la nature. Car le plaisir et la douleur ne détruisent pas et ne faussent pas tout jugement, quel qu'il soit. Par exemple, le jugement que le triangle a ou n'a pas des angles égaux à deux endroits, mais seulement les jugements ayant trait à l'action. En effet, les principes de nos actions consistent dans la fin à laquelle tendent nos actes. Mais à l'homme corrompu par l'attrait du plaisir ou la crainte de la douleur, le principe, le phronimos, est ainsi celui qui jouit d'une bonne santé morale.
n'apparaît pas immédiatement et il est incapable de voir en vue de quelle fin et pour quel motif il doit choisir et accomplir tout ce qu'il fait, car le vice est destructif du principe. Par conséquent, la prudence est nécessairement une disposition accompagnée d'une règle exacte capable d'agir dans la sphère des biens humains. En outre, dans l'art, on peut parler d'excellence, mais non dans la prudence. L'activité fabricatrice est en elle-même indifférente au bien et au mal, et pour se tourner au bien, elle a besoin de la vertu morale de justice. La phronésis est au contraire en elle-même une arité, une excellence. Et dans le domaine de l'art, l'homme qui se trompe volontairement est préférable à celui qui se trompe involontairement, tandis que dans le domaine de la prudence, c'est l'inverse qui a lieu, tout comme dans le domaine des vertus également. On voit donc que la prudence est une excellence et non un art. Des deux parties de l'âme, douées de raison, l'une des deux, la faculté d'opiner, aura pour vertu la prudence, car l'opinion a rapport à ce qui peut être autrement qu'il n'est, et la prudence aussi. Mais cependant, la prudence n'est pas simplement une disposition accompagnée de règles. Une preuve, c'est que l'oubli peut atteindre la disposition de ce genre, tandis que pour la prudence, il n'en est rien. 6. Étude de la raison intuitive. Puisque la science consiste à un jugement, la science, connaissance des vérités démontrables et universelles, repose sur des principes indémontrables qu'elle est incapable d'appréhender et qui ne peuvent être saisis que par le nous, intellect, raison intuitive. Portant sur les universels et les êtres nécessaires et qu'il existe des principes d'où découlent les vérités démontrées. Et toute science en général, puisque la science s'accompagne de raisonnement, il en résulte que le principe de ce que la science connaît ne saurait être lui-même objet ni de science, ni d'art, ni de prudence. En effet, l'objet de la science est démontrable, et d'autre part, l'art et la prudence se trouvent avoir rapport aux choses qui peuvent être autrement qu'elles ne sont. Mais la sagesse n'a pas non plus, dès lors, les principes pour objet, puisque le propre du sage, c'est d'avoir une démonstration pour certaines choses. Si donc les dispositions qui nous permettent d'atteindre la vérité et d'éviter toute erreur dans les choses qui ne peuvent être autrement qu'elles ne sont, ou dans celles qui peuvent être autrement, si ces dispositions-là sont la science, la prudence, la sagesse et l'intellect, et si trois d'entre elles ne peuvent jouer aucun rôle dans l'appréhension des principes, j'entends la prudence, la science et la sagesse, il reste que c'est la raison intuitive qui les saisit. 7. La sagesse théorétique. Le terme sagesse dans les arts est par nous appliqué à ceux qui atteignent la plus exacte maîtrise dans l'art en question, par exemple à Phidias comme sculpteur habile et à Polyclète comme statuaire. Et en ce premier sens, donc, nous ne signifions par sagesse rien d'autre qu'excellence dans un art. Mais, second sens de Sophia, prise cette fois en sa signification générale, on notera la similitude du procédé de généralisation par épagogé, procédé déjà utilisé pour la définition de la phronésis. Nous pensons aussi que certaines personnes sont sages d'une manière générale et non sages dans un domaine particulier, ni sages en quelque autre chose, pour parler comme Homère dans Margitès. Celui-là, les dieux ne l'avaient fait ni vigneron, ni laboureur, ni sage en quelque autre façon. Il est clair par conséquent que la sagesse sera la plus achevée des formes du savoir. Le sage doit donc non seulement connaître les conclusions découlant des principes, mais encore posséder la vérité sur les principes eux-mêmes. La sagesse sera ainsi à la fois raison intuitive et science, science munie en quelque sorte d'une tête et portant sur les réalités les plus hautes. La Sophia est nous en tant qu'appréhendant les principes et épistéun, car elle atteint par voie démonstrative les vérités découlant des principes. Elle est ainsi la vertu complète spéculative. Science munie en quelque sorte d'une tête et portant sur les réalités les plus hautes. Il est absurde, en effet, de penser que l'art politique ou la prudence soit la forme la plus élevée du savoir, s'il est vrai que l'homme n'est pas ce qu'il y a de plus excellent dans le monde. Et le degré hiérarchique d'une science se mesure à la valeur et à la dignité de son objet. Or, l'objet le plus excellent est aussi le même pour tous, comme la notion de blanc ou de rectiligne. On doit tomber par suite sous la science la plus haute, à savoir la Sophia. Ce rôle ne saurait être rempli par
La phronésis, par laquelle chacun se procure le bien qui lui est propre, bien essentiellement variable suivant les individus, même les espèces animales, comme le sain et le bien, diffèrent suivant qu'il s'agit des hommes ou des poissons. La prudence, en raison de l'infériorité et de la relativité de son objet, n'est donc pas la connaissance suprême. Si dès lors, sain et bon est une chose différente pour des hommes et pour des poissons, tandis que blanc et rectiligne est toujours invariable, on reconnaîtra chez tous les hommes que ce qui est sage est la même chose, mais que ce qui est prudent est variable, car c'est l'être qui a une vue nette des diverses choses qui l'intéressent personnellement qu'on désigne du nom de prudent, et c'est à lui qu'on remettra la conduite de ces choses-là. De là vient encore que certaines bêtes sont qualifiées de prudentes, ce sont celles qui, en tout ce qui touche à leur propre vie, possèdent manifestement une capacité de prévoir. Il est de toute évidence aussi que la sagesse ne saurait être identifiée à l'art politique. Car si on appelait la connaissance de ses propres intérêts une sagesse, il y aurait multiplicité de sagesses. Il n'existe pas en effet une seule sagesse s'appliquant au bien de tous les êtres animés, mais il y a une sagesse différente pour chaque espèce, de même qu'il n'y a pas non plus un seul art médical pour tous les êtres. Et si on objette qu'un homme l'emporte en perfection sur les autres animaux, cela n'importe ici en rien. Il existe en effet d'autres êtres d'une nature beaucoup plus divine que l'homme, par exemple pour s'en tenir aux réalités les plus visibles, les corps dont le monde est constitué. Ce sont les corps célestes, la prudence et la politique, qui ont rapport aux choses humaines, ne peuvent donc prétendre au rang de Sophia. Ces considérations montrent bien que la sagesse est à la fois science et raison intuitive des choses qui ont par nature la dignité la plus haute. C'est pourquoi nous disons qu'Anaxagore, Thalès et ceux qui leur ressemblent possèdent la sagesse, mais non la prudence. Comme c'est le cas pour Périclès, quand nous les voyons ignorer les choses qui leur sont profitables à eux-mêmes, et nous reconnaissons qu'ils ont un savoir hors de pair, admirable, difficile et divin, mais sans utilité, du fait que ce ne sont pas les biens proprement humains qu'ils recherchent. 8. La prudence est l'art politique. Or, la prudence a rapport aux choses humaines et aux choses qui admettent la délibération, car le prudent, disons-nous, a pour œuvre principale de bien délibérer. Mais on ne délibère jamais sur les choses qui ne peuvent être autrement qu'elles ne sont, ni sur celles qui ne comportent pas quelque fin à atteindre, fin qui consiste à un bien réalisable. Le bon délibérateur, au sens absolu, est l'homme qui s'efforce d'atteindre le meilleur des biens réalisables pour l'homme, et qui le fait par raisonnement. La prudence n'a pas non plus seulement pour objet les universels, mais elle doit aussi avoir la connaissance des faits particuliers, car elle est de l'ordre de l'action, et l'action a rapport aux choses singulières. C'est pourquoi aussi certaines personnes ignorantes sont plus qualifiées pour l'action que d'autres qui savent. C'est le cas notamment des gens d'expérience. Si tout en sachant que les viandes légères sont faciles à digérer et bonnes pour la santé, on ignore quelles sortes de viandes sont légères, on ne produira pas la santé. Tandis que si on sait que la chair de volaille est légère, on sera plus capable de produire la santé. La prudence étant de l'ordre de l'action, il en résulte qu'on doit posséder les deux sortes de connaissances, et de préférence celle qui porte sur le singulier. Mais ici encore, elle dépendra d'un art architectonique. La sagesse politique, qui est une application spéciale de la phronésis, laquelle, tout au moins dans l'opinion courante, intéresse l'homme privé, ses intérêts personnels. Mais en fait, comme le montrera Aristote, il est impossible, à cause de la nature sociale de l'homme, de séparer le bien de l'individu du bien de la famille et de celui de la cité. Ainsi donc, dans sa plus haute réalisation, la sagesse pratique coïncide avec la sagesse politique. De cette identification, il résulte que l'éthique, partie de la politique, est une œuvre de sagesse pratique, phronésis, et non de science théorique. Prudentia et politica, dit très bien saint Thomas. La sagesse politique et la prudence sont une seule et même disposition, bien que leur essence ne soit cependant pas la même. De la prudence appliquée à la cité, une première espèce en tant qu'elle a sous sa dépendance toutes les autres, et législatives. L'autre espèce, en tant que portant sur les choses particulières, reçoit le nom qui lui est d'ailleurs commun avec la précédente de politique. Cette dernière espèce a rapport à l'action et à la délibération, puisque tout décret doit être rendu dans une forme strictement individuelle. C'est pourquoi administrer la cité est une expression réservée pour ceux qui entrent dans la particularité des affaires, car ce sont les seuls qui accomplissent la besogne, semblable en cela aux artisans. Dans l'opinion commune, la prudence aussi est prise surtout sous la forme où elle ne concerne que la personne privée, c'est-à-dire un individu,
et cette forme particulière reçoit le nom général de prudence. Des autres espèces, l'une est appelée économie domestique, une autre législation, une autre enfin politique, celle-ci se subdivisant en délibérative et judiciaire.